23 août 1944, quartier général de la 2e division blindée, quelque part près d'Argentan. Le général Philippe Leclerc de Haute-Cloque, 42 ans, le visage marqué par 4 années de guerre depuis son ralliement à De Gaulle, fixe la carte étalée devant lui. L'ordre qu'il vient de recevoir est clair. Reconnaissance vers Paris. Pas d'entrée dans la ville. Le commandement allié veut contourner la capitale française, éviter le piège d'une bataille urbaine coûteuse. Leclerc plie la carte, regarde ses officiers et dit simplement « Nous entrerons dans Paris, demain ». C'est un acte de désobéissance pure, une insubordination qui pourrait détruire sa carrière, compromettre sa division, créer un désastre stratégique. Mais Leclerc a fait un serment 3 ans plus tôt dans le désert libyen, à Koufra. Il libérerait Paris. Et maintenant, alors que le commandement américain hésite, alors que les planificateurs calculent les tonnes de ravitaillement nécessaires pour nourrir 2 millions de Parisiens affamés, Leclerc voit ce que les autres ne voient pas. Une fenêtre d'opportunité qui se fermera dans quelques jours. À Paris, depuis 4 jours, l'insurrection fait rage. Les résistants des forces françaises de l'intérieur ont pris le contrôle de quartiers entiers, dressé des barricades dans les rues, attaqué les positions allemandes avec des armes légères et un courage désespéré. Ils tiennent la préfecture de police, l'hôtel de ville, des mairies d'arrondissement. Mais il manque pas de tout. Munitions, armes lourdes, soutien. Face à eux, 20 000 soldats allemands commandés par le général Dietrich von Coltitz, avec des chars, de l'artillerie et un ordre direct d'Adolf Hitler. Défendre Paris jusqu'au dernier homme et, si nécessaire, le détruire. Paris doit brûler, a écrit le Führer. Leclerc sait que les FFI ne tiendront pas longtemps. Il sait aussi que von Coltitz, malgré ses ordres, hésite. Les renseignements indiquent une garnison affaiblie, démoralisée, coupée de ses lignes de ravitaillement. Les meilleurs soldats allemands sont déjà partis vers l'Est, vers le front qui s'effondre. Ce qui reste à Paris, ce sont des unités de sécurité, des troupes de seconde ligne, des hommes qui commencent à comprendre que l'Allemagne a perdu la guerre. C'est maintenant ou jamais. Mais le plan allié est formel. Le général Omar Bradley, commandant du 12e groupe d'armées américain, a été explicite. Paris sera contourné. La priorité stratégique, c'est de foncer vers le Rhin, vers l'Allemagne. Pas de s'enliser dans une bataille urbaine qui consommera des ressources précieuses. Les logisticiens ont calculé qu'il faudrait 15 000 tonnes de nourriture par jour pour nourrir Paris libéré. 15 000 tonnes qui ne pourront pas être utilisées pour ravitailler les armées qui avancent. La décision est prise, Paris attendra. Leclerc regarde de nouveau la carte. 200 kilomètres le séparent de Paris. 200 kilomètres de territoire encore tenu par les Allemands, parsemés de points de résistance, de colonnes en retraite, de troupes qui pourraient se regrouper et contre-attaquer. Sa 2e division blindée compte 16 000 hommes et environ 2 000 véhicules, chars Sherman, half-tracks, camions, jeeps, véhicules de reconnaissance. C'est une force puissante, mais elle sera seule. Aucun soutien américain n'est prévu. Aucune couverture aérienne garantie. Si quelque chose tourne mal, si les Allemands lancent une contre-attaque coordonnée, la division pourrait être détruite. Ses officiers attendent. Certains comprennent ce qu'il va faire. Le colonel Biot, qui commande le groupement tactique principal, hoche lentement la tête. Le commandant Massu, à la tête d'un sous-groupement blindé, sourit légèrement. Ce sont des hommes de la France libre qui ont combattu en Afrique, traversé le désert, débarqué en Normandie avec un seul objectif, rentrer chez eux, rentrer à Paris. L'ordre dit reconnaissance, observe un officier. Nous allons reconnaître, répond Leclerc. Nous allons reconnaître Paris, de l'intérieur. Le 23 août au matin, la 2e DB se met en marche. Leclerc organise sa division en 2 colonnes principales. La première, commandée par Biot, prendra la route par Dreux. La seconde, sous l'Anglade, passera par Rambouillet. L'idée est simple, avancer le plus vite possible, contourner les points de résistance plutôt que de les attaquer frontalement, maintenir l'élan. Si une colonne est bloquée, l'autre continuera. L'objectif n'est pas de nettoyer le territoire, c'est d'atteindre Paris avant que von Coltitz ne reçoive des renforts ou n'exécute les ordres de destruction. Les premiers kilomètres sont rapides. Les chars Sherman roulent à 25 km/h sur les routes de campagne, soulevant des nuages de poussière. Les habitants des villages sortent sur le bord des routes, incrédules, agitant des drapeaux tricolores cachés depuis 4 ans. Certains pleurent, d'autres crient « Vive la France !» Les soldats de Leclerc, dont beaucoup n'ont pas vu leur pays depuis 1940, sentent l'émotion monter. Ils sont proches.
si proche. Mais rapidement, la résistance allemande se manifeste. À Maintenon, un groupe de reconnaissance tombe sur une position anti-char. 2 half-tracks sont détruits avant que l'infanterie ne déborde la position. À Rambouillet, la colonne de Langlade rencontre une unité blindée allemande en retraite. Un bref combat éclate, char contre char dans les rues étroites. 3 Sherman sont touchés, mais les Allemands se replient vers le nord. Leclerc est avec la colonne de tête, dans sa Jeep de commandement, une carte sur les genoux, une radio crépitant constamment avec des rapports de ses unités dispersées. Il pousse sans cesse. « Plus vite !» ordonne-t-il. « Nous devons être à Paris demain. » Ces hommes roulent jour et nuit, s'arrêtant seulement pour refaire le plein, vérifier les véhicules, manger rapidement. Les équipages de chars dorment sur leurs engins, quelques minutes à la fois. Le 24 août au matin, la division a parcouru 150 km. Ils sont aux portes sud de Paris. Mais maintenant, le commandement allié réalise ce qui se passe. Le général Bradley est furieux. Il envoie un message cinglant. Leclerc doit s'arrêter immédiatement. Il doit attendre des ordres. Il doit coordonner avec les forces américaines. Leclerc lit le message, le plie et continue d'avancer. À Paris, la situation devient désespérée. Les FFI, après 5 jours de combat, manquent de munitions. Les Allemands ont lancé plusieurs contre-attaques, utilisant des chars et de l'artillerie contre des résistants armés de fusils et de cocktails Molotov. Dans certains quartiers, les barricades tombent, les prisonniers résistants sont fusillés. Von Koltitz a reçu un nouveau message d'Hitler, encore plus explicite. Si Paris doit être perdu, il doit être réduit en cendres. Les ponts de la Seine sont minés. Des explosifs sont placés sous les monuments principaux. Notre-Dame, le Louvre, l'Opéra. Mais von Koltitz hésite. C'est un soldat prussien de la vieille école, qui a obéi aux ordres toute sa vie. Il a participé à des actions brutales sur le front de l'Est, supervisé la destruction de villes. Mais Paris n'est pas Sébastopol. Détruire Paris, c'est détruire un patrimoine qui appartient à l'humanité entière. Et pourquoi ? Pour retarder l'inévitable de quelques jours. Von Koltitz regarde par la fenêtre de son quartier général à l'hôtel Meurice, voit les toits de Paris s'étendre sous le soleil d'août et se demande s'il peut vraiment exécuter cet ordre. Le 24 août à midi, Leclerc atteint Rambouillet. Il établit son PC dans le château, convoque ses commandants. La situation est claire. Paris est à 20 km. Les Allemands sont désorientés, leur défense désorganisée. C'est maintenant ou jamais. Leclerc donne l'ordre. Avance générale vers Paris. Toutes les colonnes, tous les groupements convergent sur la capitale. Mais il fait aussi quelque chose d'audacieux. Il détache un petit groupe, la 9e compagnie du capitaine Raymond Dronne, avec ordre de foncer directement vers le centre de Paris par le chemin le plus court, sans s'arrêter pour rien. 20 véhicules, 150 hommes. Leur mission, atteindre l'hôtel de ville, établir le contact avec les FFI, annoncer que la 2e DB arrive. C'est un coup de poker. Si Dronne est intercepté, sa compagnie sera anéantie. Mais si ça marche, les Parisiens sauront que la libération est en cours. Dronne part à 19h. Il prend la route de la Porte d'Italie, traverse Longjumeau, où quelques coups de feu sont échangés avec une patrouille allemande, puis fonce vers Paris. À 21h, ces half-tracks entrent dans la capitale par la Porte d'Italie. Les rues sont désertes, silencieuses. Le couvre-feu allemand est en vigueur. Dronne avance prudemment, ses hommes tendus, les armes pointées vers les fenêtres sombres. Puis, quelque part près de la place d'Italie, une fenêtre s'ouvre. Une voix crie « Ce sont les Français !» D'autres fenêtres s'ouvrent. En quelques secondes, les rues se remplissent. Des centaines, puis des milliers de Parisiens sortent de chez eux, entourent les véhicules, embrassent les soldats, pleurent de joie. Dronne essaie de continuer, mais c'est impossible. La foule est trop dense. Ces hommes sont submergés par l'émotion, par les embrassades, par les bouteilles de vin qu'on leur tend. Finalement, à minuit, la colonne de Dronne atteint l'hôtel de ville. Les cloches de Notre-Dame commencent à sonner, puis toutes les cloches de Paris. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les Français sont là. La libération commence. Von Koltitz, dans son quartier général, entend les cloches. Il sait ce qu'elles signifient. Il convoque ses officiers, demande un rapport sur la situation. Les nouvelles sont mauvaises. La 2e DB française approche de tous les côtés. Les positions allemandes dans la banlieue sud sont débordées. Les communications sont coupées. Et maintenant, avec l'annonce de l'arrivée des Français, l'insurrection va redoubler. Von Koltitz prend une décision. Il ne détruira pas Paris. Il défendra les positions clés pour l'honneur
Mais il ne fera pas sauter les ponts. Il ne brûlera pas la ville. Le 25 août au matin, la 2e DB entre en force dans Paris. 3 colonnes principales convergent vers le centre, par le sud, par l'ouest, par le sud-ouest. Les combats éclatent aux points fortifiés allemands. Au Sénat, un nid de mitrailleuses allemands résiste pendant 2 heures avant d'être réduit au silence par les canons des Sherman. Au Luxembourg, des tireurs embusqués dans les arbres harcèlent de l'infanterie française jusqu'à ce que des half-tracks les délogent à coups de mitrailleuses lourdes. Aux Invalides, une position anti-char détruit 2 chars avant d'être détruite par un tir direct. Leclerc établit son PC à la gare Montparnasse. Les combats continuent dans plusieurs quartiers, mais il est clair que la résistance allemande s'effondre. Von Coltitz, isolé dans son quartier général de l'hôtel Meurice, comprend que c'est fini. À 14 heures, il envoie un émissaire pour négocier. À 15 heures, le colonel Biot et ses chars arrivent devant le Meurice. Une brève fusillade éclate avec les gardes, puis le silence. Von Coltitz sort, en uniforme, décoration sur la poitrine, et se rend. À 15h30, Von Coltitz est amené à la gare Montparnasse. Leclerc l'attend dans un bureau transformé en salle de commandement. Les 2 hommes se font face. Le général français en tenue de combat poussiéreuse, le général allemand en uniforme impeccable. La conversation est brève, formelle. Von Coltitz signe l'acte de reddition. Leclerc insiste pour que le colonel Roltanguy, chef des FFI à Paris, co-signe le document. C'est important. La libération de Paris est une victoire française, militaire et résistante. Dehors, Paris explose de joie. Les rues se remplissent de centaines de milliers de personnes. Les drapeaux tricolores apparaissent à toutes les fenêtres. On chante la Marseillaise, on danse dans les rues, on embrasse les soldats de Leclerc. 4 ans d'occupation, 4 ans de privation, d'humiliation, de peur, se terminent dans une explosion de bonheur collectif. Mais la bataille n'est pas complètement terminée. Des poches de résistance allemande subsistent. Des tireurs isolés continuent de tirer depuis les toits. Il faudra encore 24 heures pour nettoyer complètement la ville. Et le prix a été payé. 35 chars de la 2e DB détruits ou sérieusement endommagés, 130 soldats français tués, 300 blessés. Les SFI ont perdu environ 1500 hommes pendant l'insurrection. Les civils, pris entre 2 feux, environ 1000 morts. Les Allemands, 3000 prisonniers, des pertes modérées. Mais comparé à ce qui était prévu, c'est un miracle. Les planificateurs alliés s'attendaient à des semaines de combats urbains, à des milliers de morts, à une ville détruite. Au lieu de cela, Paris est libéré en 3 jours, relativement intact, avec des pertes supportables. La manœuvre impossible de Leclerc a fonctionné. Le 26 août, le général de Gaulle arrive à Paris. Il descend les Champs-Élysées à pied, entouré d'une foule immense, malgré les coups de feu sporadiques de tireurs isolés. C'est un moment de triomphe, le symbole de la France qui se relève. Et à côté de Gaulle, marchant dans l'ombre du grand homme, il y a Leclerc, l'homme qui a rendu ce moment possible. Le 27 août, le général Eisenhower arrive à Paris. Il convoque Leclerc. La rencontre aurait pu être explosive. Leclerc a désobéi aux ordres, lancé une opération non autorisée, pris des risques énormes avec une division entière. Il a créé un fait accompli qui a forcé le commandement allié à modifier ses plans. Eisenhower pourrait le relever de son commandement, le traduire en cour martiale, faire un exemple. Mais Eisenhower est un pragmatique. Il regarde Leclerc, regarde la carte de Paris libérée et fait un calcul simple. Ça a marché. Paris est libre. La garnison allemande s'est rendue. La ville est intacte. Les pertes sont légères. Et surtout, la libération de Paris a un impact psychologique énorme. Pour les Français, pour les Alliés, pour les Allemands. C'est un coup de propagande majeur, un symbole puissant que la victoire finale approche. Eisenhower tend la main à Leclerc. « Vous avez pris un sacré risque, dit-il. » Leclerc sourit. « C'était nécessaire, mon général. » Eisenhower hoche la tête. « Vous avez eu raison, 7 fois. C'est tout. Pas de sanctions, pas de réprimande officielle. Le succès a effacé la désobéissance. Mais la question demeure, pourquoi ça a marché? Comment Leclerc a-t-il réussi là où les planificateurs alliés prévoyaient un désastre? Premièrement, le timing. Leclerc a vu ce que les autres n'ont pas vu. La fenêtre d'opportunité était en train de se fermer. Quelques jours de plus, et soit von Coltitz aurait reçu des renforts, soit il aurait exécuté les ordres de destruction, soit l'insurrection FFI aurait été écrasée. En agissant immédiatement, Leclerc a exploité un moment de faiblesse allemande. Deuxièmement, la vitesse. En fonçant vers Paris en 3 jours, sans s'arrêter pour consolider,
sans nettoyer méthodiquement le territoire, Leclerc a maintenu les Allemands dans un état de confusion. Ils n'ont jamais eu le temps de s'organiser, de préparer une défense coordonnée. Chaque position allemande a été débordée, isolée, forcée de se rendre ou de fuir. Troisièmement, le moral. La 2e DB n'était pas une division ordinaire. C'étaient des Français libres qui se battaient pour libérer leur propre pays, leur propre capitale. Ils avaient une motivation que peu d'unités militaires possèdent. Ils étaient prêts à prendre des risques, à pousser au-delà de la fatigue, à se battre avec une détermination absolue. Cette motivation s'est communiquée aux Parisiens, au FFI, a créé une dynamique irrésistible. Quatrièmement, la faiblesse allemande. Von Choltitz commandait une garnison démoralisée, mal équipée, coupée de ses lignes de ravitaillement. Les meilleurs soldats étaient en partie. Ce qui restait, c'étaient des unités de seconde ligne, des troupes de sécurité, des hommes qui savaient que l'Allemagne avait perdu la guerre. Face à une force blindée déterminée et à une insurrection populaire, ils n'avaient aucune chance. Et cinquièmement, peut-être le plus important, l'hésitation de von Choltitz. Si le général allemand avait exécuté les ordres d'Hitler, si les ponts avaient sauté, si Notre-Dame avait brûlé, l'histoire aurait été très différente. Mais von Choltitz a choisi de ne pas détruire Paris, peut-être par humanité, peut-être par pragmatisme, peut-être simplement parce qu'il était fatigué de la guerre et voulait que ça se termine avec un minimum de destruction supplémentaire. Cette décision a sauvé Paris. Leclerc, lui, ne s'attarde pas sur ces questions. Le 28 août, sa division reçoit l'ordre de se préparer à repartir. La guerre n'est pas finie. Il y a encore 8 mois de combat devant eux, jusqu'à l'Allemagne, jusqu'à la victoire finale. Mais pour l'instant, pour quelques jours, Paris célèbre. Et Leclerc, l'homme qui a désobéi aux ordres pour libérer sa capitale, est un héros. Des années plus tard, des historiens débattront de la décision de Leclerc. Certains diront qu'il a eu raison, que son audace a sauvé Paris et des milliers de vies. D'autres diront qu'il a eu de la chance, que ça aurait pu tourner au désastre, que la discipline militaire exige l'obéissance aux ordres. Mais tous s'accordent sur un point. C'était un pari énorme. Leclerc a misé sa carrière, sa réputation, la vie de 16 000 hommes sur son jugement que Paris pouvait être pris rapidement et avec des pertes acceptables. Il a défié le commandement allié, ignoré les calculs logistiques, rejeté la prudence stratégique. Il a choisi l'audace plutôt que la sécurité, l'action immédiate plutôt que la planification méthodique. Et il a gagné. Le 25 août 1944, quand les cloches de Notre-Dame ont sonné la libération, quand des centaines de milliers de Parisiens sont descendus dans les rues pour célébrer, quand von Choltitz a signé la reddition sans avoir détruit la ville, la manœuvre impossible de Leclerc est devenue un des coups de maître de la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a une ironie dans cette histoire. Leclerc a désobéi aux ordres pour libérer Paris. Von Choltitz a désobéi aux ordres pour ne pas le détruire. Deux généraux, de deux côtés opposés de la guerre, ont tous les deux choisi de suivre leur conscience plutôt que les ordres de leurs supérieurs. Et Paris a survécu grâce à ces deux désobéissances. Pour Leclerc, la libération de Paris était l'accomplissement d'un serment fait 3 ans plus tôt, dans le désert libyen, après la victoire de Koufra. Lui et ses hommes avaient juré de ne pas poser les armes avant d'avoir libéré Paris et Strasbourg. Paris était libre. Il restait Strasbourg et cette promesse aussi serait tenue, en novembre 1944, encore une fois, avec une audace qui défierait les ordres et les conventions. Mais c'est une autre histoire. Ce qui compte, en ce mois d'août 1944, c'est que Paris est libre. Libre grâce à l'insurrection courageuse des FFI, qui ont tenu les Allemands en échec pendant des jours avec des moyens dérisoires. Libre grâce à la détermination de 16 000 soldats français, qui ont foncé à travers 200 km de territoire ennemi en 3 jours. Libre grâce à un général qui a eu le courage de désobéir quand l'obéissance aurait signifié laisser sa capitale aux mains de l'ennemi. Et libre, peut-être, grâce à un général allemand qui a refusé de transformer une des plus belles villes du monde en un champ de ruines fumantes. La guerre continuera encore 9 mois. Des millions mourront encore avant la victoire finale. Mais pour Paris, pour la France, le 25 août 1944 marque un tournant. C'est le moment où la France reprend sa place parmi les nations libres, où l'humiliation de 1940 commence à être effacée, où l'avenir redevient possible. Et tout a commencé avec un général qui a regardé une carte, lu un ordre, lui disant de ne pas entrer dans Paris et qui a décidé « Nous entrerons dans Paris demain ». C'était impossible. C'était de l'insubordination. C'était un risque énorme et ça a sauvé Paris.